Bonjour à tous, je m'appelle Léa. J'ai 32 ans et l'histoire que je vais vous raconter est la preuve que parfois, les plus grandes trahisons ne viennent pas de nos ennemis, mais de ceux qui partagent notre sang. J'ai confié mon appartement, le fruit de toutes mes économies, à mes parents pour les aider. 6 mois plus tard, ma propre sœur, celle qui m'avait déjà volé mon fiancé, publiait sur Internet « Merci à mes parents pour ce nid d'amour. Enfin chez nous avec mon homme. » J'ai dû traverser toute la France, non pas pour me venger, mais pour leur montrer qui était la vraie patronne et reprendre ce qui m'appartenait. C'est une histoire de confiance brisée, de manipulation familiale et de la difficile reconquête de sa propre vie. Avant de plonger dans les détails de cette incroyable histoire, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Allez, c'est parti. Mon histoire commence à Lille, une ville que j'aimais profondément. À 32 ans, j'avais ce qu'on pourrait appeler une vie réussie. Chef de projet en marketing dans une belle entreprise, j'avais travaillé sans relâche, sacrifiant week-end et vacances, pour atteindre un objectif qui me tenait à cœur plus que tout, devenir propriétaire. Et j'avais réussi. Mon appartement n'était pas un palace, mais pour moi, c'était Versailles. Un magnifique 3 pièces avec un petit balcon donnant sur le parc Jean-Baptiste Lebas. Chaque meuble, chaque couleur de mur, chaque objet de décoration avait été choisi avec soin. C'était mon sanctuaire, le symbole de mon indépendance, la preuve tangible que mes efforts avaient payé. J'étais fière de ce que j'avais accompli seule, sans l'aide de personne. Ma famille, c'était une autre histoire. Mes parents sont des gens bien, des travailleurs honnêtes qui n'ont jamais eu de chance avec l'argent. Toute leur vie, ils ont lutté pour joindre les deux bouts, passant d'un petit boulot à un autre. Ils vivaient à Roubaix, dans un appartement de location sombre et humide, où l'odeur de renfermé vous saisissait dès l'entrée. Les voir vivre dans de telles conditions me brisait le cœur. Et puis, il y avait ma petite sœur, Manon. Depuis notre enfance, une sorte de rivalité silencieuse existait entre nous. J'étais l'intello, la bosseuse, celle qui ramenait les bonnes notes. Manon, elle, était la jolie, la sensible, celle que mes parents couvaient, excusant tous ses caprices sous prétexte de sa fragilité. Elle a toujours semblé envier ce que j'avais, non pas les objets matériels, mais la reconnaissance que je pouvais obtenir par mes propres mérites. Une jalousie sourde, jamais avouée, mais palpable dans ses regards et ses petites piques assassines. Ma vie a pris un tournant merveilleux le jour où j'ai rencontré Antoine. Un architecte brillant, drôle, attentionné. Avec lui, je me sentais enfin complète. Notre relation était une évidence. Après 1 an, nous parlions mariage, enfants, avenir. J'étais sur un petit nuage. Quand je l'ai présenté à ma famille, tout le monde a semblé l'adorer. Surtout Manon. Un peu trop, d'ailleurs. Je me souviens de ce premier dîner. Elle s'était arrangée pour s'asseoir juste en face de lui, le dévorant des yeux. Elle riait à gorge déployée à la moindre de ses plaisanteries, même les moins drôles. Elle le questionnait sur ses passions, ses rêves, avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. J'avais mis ça sur le compte de son enthousiasme, de sa curiosité. J'aurais dû voir les signaux d'alarme. Quelques semaines avant le drame, Manon est venue passer l'après-midi dans mon appartement. Elle semblait fascinée par chaque détail, posant 1000 questions sur le prêt immobilier, les charges, la valeur du bien. Tu as tellement de chance, Léa. Avoir tout ça, toute seule. C'est incroyable. Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix que je n'ai pas su déceler sur le moment. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, j'ai entendu un bruit survenant du salon. Je suis revenue sur mes pas et j'ai vu l'impensable. Le vase en céramique que ma grand-mère m'avait légué, ma pièce la plus précieuse, gisait en 1000 morceaux sur le parquet. Manon était là, la main devant la bouche, l'air catastrophé. Oh mon Dieu, Léa, je suis tellement désolée. J'ai fait un faux mouvement en prenant mon sac, je l'ai heurté. Je suis impardonnable. Ses excuses semblaient sincères, mais quelque chose clochait. Son regard fuyant, la rapidité avec laquelle elle a changé de sujet. Un sentiment étrange, une intuition glacée m'a parcouru l'échine. C'était comme si une fissure venait d'apparaître sur la façade parfaite de ma vie. Je l'ai raccompagnée à la porte,
le cœur lourd, en essayant de me convaincre que ce n'était qu'un stupide accident. Je me suis dit que ce n'était qu'un accident, que j'étais paranoïaque. J'étais loin, très loin d'imaginer le complot qui se tramait déjà dans mon dos. Le monde s'est écroulé un mardi après-midi. Un mardi ordinaire, pluvieux, comme il y en a tant à Lille. J'étais en pleine réunion de brainstorming, présentant une nouvelle campagne publicitaire à mon plus gros client. J'étais concentré, passionné, dans ma bulle. Mon téléphone, posé face cachée sur la table, a vibré une fois. Puis deux. Puis trois. J'ai jeté un coup d'œil agacé, pensant que c'était une notification sans importance. Mais l'insistance des vibrations a fini par m'inquiéter. J'ai discrètement retourné l'appareil. L'écran affichait un message de Manon. Mon cœur s'est serré. Elle ne m'écrivait jamais en pleine journée. J'ai ouvert le message, et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Les mots étaient simples, chirurgicaux, d'une cruauté inouïe. Juste pour te dire, Antoine et moi, c'est sérieux maintenant. S'il te plaît, ne te mets pas en travers de notre bonheur. J'ai relu la phrase. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Les lettres dansaient devant mes yeux. Le son de la salle de réunion s'est estompé, remplacé par un bourdonnement assourdissant dans mes oreilles. Mon client continuait de parler, mais je n'entendais plus rien. C'était une blague? Une mauvaise plaisanterie? Mon cerveau refusait d'enregistrer l'information. J'ai senti mes mains devenir moites, mon souffle se bloquer dans ma poitrine. J'ai bredouillé une excuse incompréhensible et je me suis précipité hors de la salle, courant presque jusqu'aux toilettes. Enfermé dans la cabine, j'ai composé le numéro d'Antoine. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. La sonnerie a retenti, interminable, avant de basculer sur sa messagerie vocale. Sa voix, si familière, si aimée, résonnait dans le combiné, me parlant d'indisponibilité. J'ai rappelé. Encore et encore. Toujours la même chose. La panique montait en moi, une vague glaciale qui menaçait de me submerger. Puis, une nouvelle notification. Un message d'Antoine, cette fois. Mon cœur a fait un bond, un mélange d'espoir et de terreur. Peut-être allait-il tout démentir, me dire que Manon avait piraté son téléphone, qu'elle était folle. Mais le message était encore plus bref, encore plus brutal que celui de ma sœur. Léa, je suis désolée. C'est vrai. Ne rends pas les choses plus difficiles. C'est tout. Pas d'explication. Pas un mot de plus. Ne rends pas les choses plus difficiles. Comme si j'étais le problème. Comme si mon chagrin était un inconvénient. Je me suis assise sur le sol froid des toilettes, le téléphone glissant de mes mains. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré de ma vie. Des larmes de choc, d'incompréhension, de douleur pure. L'homme avec qui je projetais de construire ma vie venait de me jeter comme une vieille chaussette. Par texto. Pour ma propre sœur. La trahison était si totale, si absolue, qu'elle en devenait surréaliste. C'était le scénario d'un mauvais film, pas ma vie. J'ai dû rester là 1 heure, peut-être plus. Quand je suis finalement sortie, le visage bouffi, les yeux rouges, j'ai croisé une collègue qui m'a regardée avec pitié. Je suis retournée à mon bureau, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie, incapable de prononcer un mot. Les jours qui ont suivi sont un brouillard flou. Je fonctionnais en pilote automatique. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je fixais le mur. Le silence de mon bel appartement était devenu assourdissant. Chaque objet me rappelait Antoine. Ce mug qu'il m'avait offert. Ce plaid sous lequel nous nous blottissions. C'était une torture. La vérité, la sale et horrible vérité, m'est parvenue par une amie commune, quelques jours plus tard. Hésitante, elle m'a tout raconté. Manon n'avait pas simplement séduit Antoine. Elle l'avait traqué. C'était une opération planifiée, méticuleuse. Elle avait appris par cœur son emploi du temps. Elle s'était, inscrite dans la même salle de sport que lui. Elle apparaissait, par hasard, à son café préféré, toujours impeccablement habillée, souriante, disponible. Pendant que j'étais en déplacement professionnel, elle l'avait appelé, prétextant une fuite d'eau imaginaire chez nos parents, lui demandant de l'aide.
Elle avait joué la demoiselle en détresse, fragile et admirative. Elle lui envoyait des messages, des photos, le flattant, lui disant qu'il méritait quelqu'un qui le comprenne vraiment, quelqu'un qui ne soit pas toujours obsédé par son travail, comme moi. Elle avait méthodiquement sapé notre relation, plantant les graines du doute dans l'esprit d'Antoine, tout en me souriant et en me demandant des nouvelles de mon couple. Perdre l'homme que j'aimais était une agonie, mais réaliser que ma propre sœur avait froidement orchestré ma chute, c'était une blessure d'une toute autre nature, une qui semblait empoisonner jusqu'à mon âme. Après la révélation de la machination de Manon, l'île est devenue une prison. Chaque rue, chaque parc, chaque restaurant était hanté par le fantôme de mon bonheur passé. Croiser une connaissance était une épreuve, je voyais la pitié ou la curiosité malsaine dans leurs yeux. Je ne pouvais plus respirer. Mon appartement, mon sanctuaire, était devenu une cage dorée remplie de souvenirs empoisonnés. Je devais partir, c'était une question de survie, de santé mentale. C'est à ce moment-là que l'univers, ou peut-être juste mon département des ressources humaines, m'a envoyé un signe. Une proposition de promotion. Un poste de directrice marketing, avec des responsabilités accrues et un salaire bien plus conséquent. Le seul hic, le poste était basé à Marseille, à l'autre bout du pays. Ce qui aurait pu être un obstacle quelques mois plus tôt est apparu comme une bouée de sauvetage. Le soleil, la mer, une vie nouvelle où personne ne connaissait mon histoire. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai accepté sans hésiter. La logistique du déménagement a rapidement ramené un problème concret au premier plan. Que faire de mon appartement à Lille? Le prêt immobilier courait toujours, une somme considérable chaque mois. La première idée, la plus logique, était de le vendre. Le marché était bon, je pouvais espérer faire une petite plus-value et tourner la page définitivement. J'ai même contacté une agence immobilière. Mais alors que je commençais les démarches, une autre pensée s'est imposée à moi. Une pensée pour mes parents. Malgré la trahison de Manon, mes parents avaient été maladroits. Ma mère n'arrêtait pas de me dire que je devrais pardonner, que c'est la famille, que Manon ne pensait pas à mal. Mon père, lui, était plus silencieux, mais je sentais sa désapprobation face aux actes de ma sœur. Ils étaient pris entre deux feux, et malgré leur gestion catastrophique de la situation, je ne pouvais m'empêcher de penser à leur propre vie difficile. Je les imaginais, vieillissant dans leur logement insalubre de Roubaix, pendant que je partais refaire ma vie au soleil. La culpabilité me rongeait. Et c'est là que l'idée a germé. Une idée qui, sur le moment, m'a semblé brillante, généreuse, la solution parfaite à tous les problèmes. J'ai décroché mon téléphone. Ma mère a répondu, sa voix empreinte de cette tristesse lasse qu'elle avait depuis des semaines. Maman, j'ai réfléchi, ai-je commencé, essayant de paraître enjouée. Pour l'appartement à Lille. Je ne vais pas le vendre tout de suite. Un silence. Puis, ah bon? Mais comment tu vas faire avec le crédit, ma chérie? Voilà mon idée. Vous en avez marre de votre appartement à Roubaix, non? Il est humide, il est loin de tout. Alors, pourquoi est-ce que vous ne déménageriez pas dans le mien? Le silence à l'autre bout du fil fut si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. Maman? Tu es là? Léa, tu es sérieuse, a-t-elle balbutié, sa voix étranglée par l'émotion. On ne pourrait jamais. C'est trop. Mais si. Écoutez, c'est parfait pour tout le monde. Vous seriez dans un quartier magnifique, avec tout à proximité. L'appartement est lumineux, confortable. Moi, ça me rassure de savoir qu'il est occupé par des gens de confiance. Je continue de payer le crédit et les impôts, bien sûr. Vous n'aurez qu'à payer les charges, l'électricité, l'eau. Ce sera toujours moins cher que votre loyer actuel, et pour un confort incomparable. J'entendais ma mère pleurer doucement. Je ne sais pas quoi dire, ma puce. C'est le plus beau cadeau du monde. Mon père a pris le combiné. Sa voix était plus grave que d'habitude. Léa, on ne mérite pas ça. Surtout après tout ça. Ce n'est pas une question de mérite, papa. Vous êtes mes parents. Vous avez toujours galéré, c'est ma façon de vous aider un peu, de vous offrir un peu de tranquillité pour vos vieux jours. S'il vous plaît, acceptez. Et c'est là, dans mon élan de générosité, que j'ai prononcé la phrase qui allait sceller mon destin,
la phrase qu'ils allaient déformer et retourner contre moi. Pour les rassurer complètement, j'ai ajouté, « Ne vous inquiétez pas pour l'appartement, considérez-le comme le vôtre tant que vous en aurez besoin. » Ils ont accepté, bien sûr. Entre les larmes de ma mère et les remerciements émus de mon père, je me suis sentie bien. J'avais l'impression de faire une bonne action, de transformer une situation douloureuse en quelque chose de positif. Je les aidais, et ils m'aidaient en retour en veillant sur mon bien. C'était gagnant-gagnant. Le déménagement s'est fait en quelques semaines. Je suis partie pour Marseille avec 2 valises et le cœur un peu plus léger, les laissant s'installer dans mon cocon. Je leur avais laissé la plupart de mes meubles, ne prenant que l'essentiel. Je me sentais fière de moi, fière de pouvoir leur offrir ça. Je pensais sincèrement avoir trouvé la solution parfaite, un moyen de transformer ma douleur en quelque chose de positif pour ma famille. En réalité, je venais de leur donner l'arme qui allait me détruire. Je dois faire une pause ici. Quand je repense à ce moment, à ma naïveté, une partie de moi a envie de crier. J'étais tellement convaincue de bien faire. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, à ma place, auriez-vous fait la même chose? Auriez-vous fait confiance à vos parents de cette manière, même après ce que votre sœur avait fait? Je suis vraiment curieuse de lire vos avis. Les 6 premiers mois à Marseille ont été une renaissance. J'avais laissé le ciel gris du nord pour la lumière éclatante de la Méditerranée, et ce changement a eu un effet presque magique sur mon moral. Mon nouveau travail était exigeant mais passionnant. Je dirigeais une équipe dynamique, je lançais des projets ambitieux, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais valorisée et respectée professionnellement. J'ai loué un petit appartement avec une terrasse donnant sur les toits du quartier du Panier. Chaque matin, je prenais mon café au soleil, en écoutant le chant des mouettes. C'était simple, mais c'était une forme de bonheur que j'avais presque oublié. J'ai commencé à me construire un nouveau cercle social. Des collègues sont devenus des amis. Nous sortions boire des verres après le travail, nous faisions des randonnées dans les calanques le week-end. Lentement, mais sûrement, je me reconstruisais. La douleur était toujours là, tapie dans un coin de mon cœur, mais elle ne dictait plus ma vie. Antoine et Manon n'étaient plus que des fantômes lointains, des souvenirs flous que je parvenais à chasser de plus en plus facilement. Je prenais des nouvelles de mes parents de temps en temps. Ils semblaient ravis de leur nouvelle vie. Ma mère me parlait du marché sur la place, du voisin charmant, du confort de l'appartement. On revit, ma chérie, grâce à toi, me disait-elle. Et ces mots suffisaient à apaiser ma conscience. Puis vint cette soirée de novembre. Une soirée pluvieuse, même à Marseille. Je m'ennuyais un peu, alors j'ai fait ce que des millions de personnes font dans ces moments-là, j'ai ouvert Facebook pour faire défiler sans but les nouvelles de mes contacts. Des photos de vacances, des naissances, des publications politiques. Rien de bien passionnant. Et puis, j'ai vu une notification. Ma cousine Sophie avait aimé une photo de Manon. Je ne suivais plus activement la page de ma sœur, mais je ne l'avais jamais bloquée. La curiosité, cette vieille démone, l'a emportée. J'ai cliqué. La photo s'est affichée en grand sur mon écran. C'était Manon. Elle se tenait dans ma cuisine. Pas une cuisine qui ressemblait à la mienne. C'était ma cuisine. Je reconnaissais le plan de travail en granit que j'avais mis des mois à choisir, le carrelage mural en mosaïque que j'avais posé moi-même avec mon père. Elle portait un tablier, tenait une tasse fumante, et souriait à l'objectif avec un air de contentement béat. Elle avait l'air parfaitement chez elle. Un frisson désagréable m'a parcouru. Mais c'est la légende sous la photo qui a transformé ce frisson en une décharge électrique. Un immense merci à mes parents de m'avoir offert ce nid d'amour. Hâte de commencer notre nouvelle vie ici avec mon homme, Antoine. Pendant de crémaillère bientôt. Le souffle m'a manqué. Offert? Nid d'amour? Notre nouvelle vie? Les mots résonnaient dans ma tête comme un écho déformé. C'était impossible. Une erreur. Mes parents vivaient là. Je suis allée directement sur le profil de Manon, le cœur battant à tout rompre. Et là, l'horreur s'est dévoilée, publication après publication. C'était un véritable journal de bord de leur appropriation de ma vie. Une photo d'Antoine, affalé sur MON canapé, regardant un match de foot, avec la légende « Soirée parfaite à la maison ».
Une autre 2-2, trinquant sur MON balcon, avec la tour de Lille en arrière-plan. Notre vue. Une vidéo 2, en train de repeindre le mur de ma chambre dans une couleur lavande criarde que je détestais. Je faisais défiler les images, la nausée montant en moi. Ils avaient changé la disposition des meubles, enlevé mes cadres, mes livres. Ils effaçaient méthodiquement toute trace de mon existence. Et puis, j'ai vu la publication qui m'a achevé. C'était une annonce postée par Manon sur la marketplace de Facebook, datant d'il y a 3 mois. Elle vendait une vieille bibliothèque en chêne massif. C'était ma bibliothèque. Celle que j'avais mis des semaines à poncer et à vernir. Je l'avais laissée là en disant à mes parents qu'elle leur serait utile. Et Manon l'avait vendue. La description de l'annonce disait « Débarrasse vieux meubles pour faire place à du neuf ». Elle ne se débarrassait pas seulement d'un meuble. Elle se débarrassait de moi. Chaque photo était un coup de poignard. Mais c'est en allant sur le profil de ma mère que j'ai vu la vérité ultime, celle qui m'a fait acheter un billet d'avion sans même regarder le prix. Tremblante de rage, j'ai quitté la page de Manon pour aller sur celle de ma mère, cherchant désespérément une explication, une photo qui prouverait que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Peut-être que mes parents vivaient dans une autre chambre ? Peut-être qu'il hébergeait Manon temporairement ? Mon esprit s'accrochait à n'importe quelle branche, même la plus fragile, pour ne pas sombrer. Et c'est là que j'ai trouvé la preuve. Pas celle que j'espérais, mais celle qui a anéanti mes derniers doutes. C'était une photo publiée 2 semaines plus tôt. On y voyait ma mère et mon père, souriant courageusement à l'objectif. Mais ce n'était pas le décor de mon appartement. Ils étaient dans une petite pièce sombre, avec un papier peint jauni qui se décollait dans les coins. Derrière eux, on devinait un coin cuisine minuscule et vieillot. C'était un logement encore plus petit, encore plus déprimant que leur ancien appartement de Roubaix. Et la légende, écrite par ma mère, a été le coup de grâce, un nouveau départ, même modeste. Le plus important, c'est de voir nos enfants heureux. J'ai lâché mon téléphone sur le canapé comme s'il me brûlait les doigts. Tout s'est éclairci d'un coup, dans une fulgurance de douleur et de colère. Le puzzle macabre s'est assemblé. J'avais donné mon appartement à mes parents pour les sortir de la précarité. Et eux, au lieu d'en profiter, l'avaient offert sur un plateau d'argent à leur fille préférée, celle qui m'avait déjà tout pris. Ils avaient sacrifié leur propre confort, acceptant de vivre dans un taudis, pour que Manon et son nouvel amant puissent jouer à la famille parfaite dans mon appartement de luxe. La générosité que je leur avais offerte, ils l'avaient simplement transférée à Manon. J'étais le dindon de la farce, la vache à lait, celle qui payait le crédit pour le « nid d'amour » de sa sœur et de son ex. La tristesse a duré environ 10 secondes. Puis elle a été balayée par une vague de fureur froide, une rage si pure et si intense que j'en ai eu le souffle coupé. Fini les larmes. Fini la victime. Une Léa que je ne connaissais pas a pris le contrôle. Une Léa calculatrice, déterminée, implacable. Mes doigts ne tremblaient plus quand j'ai repris mon téléphone. Je suis retournée sur la publication de Manon, celle de la pendaison de crémaillère. J'ai cherché dans les commentaires. Une de ses amies avait demandé « C'est quand alors cette fête ?» Et Manon avait répondu, avec une série d'émojis festifs, « Ce samedi à 20h. Hâte de vous montrer notre petit chez nous. » J'ai regardé le calendrier. Nous étions mardi. J'avais 4 jours. 4 jours pour préparer ma contre-attaque. Le lendemain matin, à la 1re heure, j'ai appelé mon directeur. D'une voix que je me suis efforcée de rendre paniquée, j'ai parlé d'une urgence familiale grave, d'un problème de santé soudain concernant mes parents. J'ai obtenu une semaine de congé sans la moindre difficulté. Immédiatement après, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé un billet d'avion Marseille-Lille pour le vendredi soir. Le plus cher que j'ai jamais acheté. Mais chaque centime en valait la peine. Le reste de la journée, je l'ai passé à rassembler mon arsenal. Pas des armes, mais des papiers. Des papiers qui valaient bien plus que n'importe quelle arme. Je suis allé dans le dossier où je gardais tous mes documents importants. J'ai sorti l'acte de propriété de l'appartement, avec mon nom, et seulement mon nom, inscrit en toutes lettres. J'ai imprimé les relevés de mon prêt immobilier des 6 derniers mois, prouvant que chaque centime du remboursement sortait de mon compte en banque. J'ai imprimé la dernière facture de la taxe foncière,
que j'avais payé 2 mois plus tôt. J'ai même retrouvé le contrat d'assurance habitation, lui aussi à mon nom. J'ai scanné chaque document, je les ai sauvegardés sur une clé USB et j'ai mis les originaux dans une pochette en plastique que je ne quitterai plus. Avant de vous raconter la suite, je veux juste prendre une seconde. Si vous avez déjà ressenti cette colère glaciale, celle qui vous donne une clarté d'esprit absolue face à une injustice, alors vous savez exactement ce que je ressentais. Ce n'était plus de la tristesse. C'était l'heure de la justice. Bon, retournons à mon plan. Je n'ai prévenu personne de mon arrivée. Pas un mot à mes parents, encore moins à Manon. Le silence radio. Je voulais l'effet de surprise totale, absolue. Ils pensaient que j'étais à 800 km de là, heureuse et ignorante dans ma nouvelle vie. Ils ne se doutaient pas une seule seconde que l'ouragan Léa était en route. Ils préparaient des petits fours et du champagne pour célébrer leur victoire. Moi, je préparais des preuves irréfutables et une confrontation qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. Le vol Marseille-Lille du vendredi soir m'a semblé durer une éternité. Assise près du hublot, je regardais la France défiler sous mes pieds, un tapis de lumière dans la nuit. Mais je ne voyais rien. Mon esprit était entièrement tourné vers le lendemain. Je repassais mon plan en boucle, anticipant chaque scénario possible. Et s'ils refusaient de me laisser entrer ? Et s'ils appelaient la police ? J'avais les documents, la loi était de mon côté. Mais face à la mauvaise foi et à la manipulation familiale, la loi semble parfois bien démunie. Une partie de moi avait peur. Peur de la confrontation, peur de la violence de leur réaction, peur de la rupture définitive que cet acte allait provoquer. Mais cette peur était écrasée par une détermination sans faille. Ils m'avaient poussé à bout. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai atterri à l'Esquintard dans la soirée. L'air frais et humide du nord m'a saisi à la sortie de l'aéroport, un contraste brutal avec la douceur marseillaise. J'ai pris un taxi, non pas pour mon appartement, mais pour un petit hôtel discret que j'avais réservé près de la gare. Je ne voulais laisser aucune trace de ma présence avant le moment fatidique. Dans ma chambre impersonnelle, j'ai étalé une dernière fois tous mes documents sur le lit. L'acte de propriété, les relevés bancaires, les avis d'imposition. C'était ma vérité, couchée sur papier. C'était mon armure. J'ai à peine dormi cette nuit-là, l'adrénaline me tenant éveillée. Le samedi est passé dans une sorte de brouillard. J'ai erré dans les rues de Lille, ma ville, qui me semblait soudain étrangère. Chaque coin de rue ravivait un souvenir, mais la nostalgie était teintée d'amertume. Vers 19h, je suis retournée à l'hôtel pour me préparer. J'ai choisi ma tenue avec un soin méticuleux. Pas une robe de soirée, non. J'ai enfilé un tailleur-pantalon noir, sobre et élégant. Une tenue de femme d'affaires, une tenue qui disait « Je suis sérieuse, je suis maîtresse de la situation, on ne me manipule pas ». Je me suis maquillée, non pas pour être belle, mais pour me donner un masque de confiance, pour cacher les cernes de ma nuit blanche et la tension qui nouait mes entrailles. À 20h15, j'ai commandé un VTC. En donnant mon adresse au chauffeur, j'ai eu un rire nerveux. C'était tellement absurde. Devoir prendre un VTC pour rentrer chez soi. Pendant le trajet, mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes tempes. Je respirais profondément, essayant de calmer le tremblement de mes mains. Le chauffeur a dû sentir ma nervosité. « Soirée importante, madame ?» a-t-il demandé gentiment. J'ai hoché la tête. On peut dire ça, oui. En arrivant dans ma rue, j'ai vu que la fête battait son plein. Des voitures garées en double fil, des silhouettes qui riaient aux fenêtres de mon appartement. La musique filtrait à travers les murs. Manon n'avait pas fait les choses à moitié. J'ai payé le chauffeur et je suis sortie de la voiture. J'ai pris une grande inspiration, l'air froid de la nuit piquant mes poumons. J'ai traversé la rue, j'ai poussé la lourde porte de l'immeuble, et j'ai monté les 2 étages. Chaque marche semblait peser une tonne. Devant ma propre porte, j'ai hésité une seconde. Puis, j'ai levé la main et j'ai frappé. 3 coups. Sec. Autoritaire. J'ai entendu la musique baisser d'un ton, puis des voix confuses. Qui ça peut être ? La porte s'est ouverte. C'était Manon. Elle était radieuse, vêtue d'une robe rouge vif qui devait coûter une fortune.
Un verre de champagne à la main, elle arborait un sourire triomphant. Quand ses yeux se sont posés sur moi, son sourire s'est figé. Le verre a failli lui glisser des mains. La couleur a quitté son visage, la laissant blême, spectrale. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti pendant une seconde. Léa, a-t-elle finalement réussi à articuler, sa voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je lui ai offert mon plus beau sourire. Un sourire glacial, sans une once de chaleur. Bonsoir, ma sœur. Belle fête. C'est mon appartement, non? Je ne voulais pas rater ça. Elle a essayé de me fermer la porte au nez, en chuchotant, tu n'as rien à faire ici. Grosse erreur. J'ai mis mon pied en travers de la porte et j'ai poussé. Au contraire, j'ai dit en entrant, je suis exactement là où je dois être. En poussant la porte, je suis entrée dans mon propre salon, et le silence est tombé comme une chape de plomb. La musique s'est arrêtée net. Toutes les conversations se sont tues. Une vingtaine de paires d'yeux se sont tournés vers moi, un mélange de surprise, de confusion et, pour certains, de gêne palpable. Je reconnaissais quelques visages, des oncles, des tantes, des cousins, et le reste devait être des amis de Manon et Antoine. Ils étaient tous là, un verre à la main, au milieu de mes meubles réarrangés, sous mes luminaires, célébrant le vol de ma propriété. Mes parents étaient au fond de la pièce, près de la cuisine ouverte. Ma mère tenait un plateau de petits fours, qu'elle a manqué de laisser tomber. Mon père, lui, est devenu livide, son regard fuyant le mien. Ils étaient comme des animaux pris dans les phares d'une voiture, pétrifiés par la culpabilité. Manon a retrouvé sa voix, une voix stridente, paniquée. « Qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici tout de suite. Tu n'es pas invité. » Invité, ai-je répété en balayant la pièce du regard, mon calme contrastant avec son hystérie. Je n'ai pas besoin d'invitation pour rentrer chez moi, Manon. Ce n'est plus chez toi, a-t-elle crié, essayant de sauver la face devant ses invités. C'est mon appartement. Maman et papa me l'ont donné. Cette phrase, prononcée avec une telle assurance, a provoqué des murmures dans l'assemblée. J'ai vu ma tante Hélène froncer les sourcils, perplexe. Donné, ai-je rétorqué avec un petit rire sec, dénué de toute gaieté. Je me suis tournée lentement vers ma mère, qui semblait vouloir se fondre dans le mur. Maman, c'est vrai ça? Tu as donné à Manon quelque chose qui ne t'appartient même pas? Explique-moi le concept, ça m'intéresse. Ma mère a bafouillé, cherchant ses mots, le visage rouge de honte. Mais, chérie, tu avais dit au téléphone. C'était il y a 6 mois, tu as dit, considérez-le comme le vôtre. C'était une promesse. Elle s'accrochait à cette phrase, sa seule ligne de défense. C'était pathétique. Ah, la fameuse promesse, ai-je lancé, ma voix portant dans tout l'appartement silencieux. Je me souviens très bien de mes mots, maman. J'ai dit, considérez-le comme le vôtre tant que vous en aurez besoin. Il y a une énorme différence. Un tant que implique une condition, une temporalité. Ça ne veut pas dire que je vous ai signé un chèque en blanc sur un bien qui vaut plus de 300 000 €. Et apparemment, vous n'en aviez pas tant besoin que ça, puisque vous vivez maintenant dans un trou à rats pour que Manon puisse jouer à la princesse ici. Pour appuyer mes dires, j'ai sorti mon téléphone. J'ai affiché la photo de mes parents dans leur logement sordide et je l'ai montrée à ma tante Hélène, qui était la plus proche. Regarde, tata. Voilà où vivent réellement mes parents. Ils ont abandonné cet appartement magnifique que je leur prêtais pour le céder à Manon. Ma tante a regardé la photo, puis mes parents, son visage se durcissant de réprobation. Le malaise était à son comble. Je n'avais pas fini. J'ai pointé mon doigt vers Antoine, qui se cachait derrière une plante verte depuis mon arrivée. Et pour couronner le tout, elle vit ici avec mon ex-fiancé. Oui, vous avez bien entendu. L'homme qu'elle m'a volé il y a 6 mois. Alors, cette pendaison de crémaillère, c'est une grande fête de famille, n'est-ce pas? On célèbre la trahison à tous les étages. C'en était trop pour les invités. Un couple d'amis de Manon s'est levé, a marmonné un « on va y aller » et s'est éclipsé. Puis un autre. Mon oncle a posé son verre, a fait un signe de tête désolé dans ma direction et a entraîné ma tante vers la sortie.
La fête se vidait à vue d'œil. C'était une débandade. Personne ne voulait être associé à cette histoire sordide. Manon était au bord des larmes de rage. Tu as tout gâché. Tout. Je te déteste. Tu as gâché ma vie, Manon. Moi, je ne fais que rétablir la vérité. Et la vérité, c'est que cette fête est terminée. Je me suis tournée vers les derniers invités qui hésitaient encore. Merci à tous d'être venus. Mais comme vous pouvez le constater, il y a un léger différend sur l'identité du propriétaire. Je vous suggère de partir avant que les choses ne deviennent encore plus gênantes. En moins de 10 minutes, l'appartement était vide, à l'exception de nous 4. Le silence était assourdissant. C'est Manon qui l'a brisé, en criant « Tu as tout gâché. On ne partira pas. » Je lui ai souri. « Oh, ma pauvre chérie. Tu n'as vraiment aucune idée de ce qui va se passer maintenant. » Le lendemain matin, un dimanche, l'atmosphère dans l'appartement était électrique. Manon et Antoine s'étaient enfermés dans la chambre, refusant de me parler. Mes parents, eux, étaient assis en silence sur le canapé, l'air abattu. J'ai ignoré tout le monde. Je me suis fait un café dans ma propre cuisine, j'ai pris une douche dans ma propre salle de bain. J'agissais comme si j'étais seule, reprenant possession de mon espace. À la première heure le lundi matin, j'ai mis mon plan à exécution. Je n'avais pas d'amis avocats sous la main, mais je me suis souvenu de Claire, une ancienne camarade de promotion de mon école de commerce, qui avait fait des études de droit par la suite et qui était spécialisée en droit immobilier. J'ai retrouvé son contact sur LinkedIn. Je lui ai envoyé un message, lui expliquant brièvement la situation et lui demandant si elle pouvait me recevoir en urgence. 1 heure plus tard, j'étais dans son cabinet, en plein centre de l'île. Claire m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, ses yeux s'écarquillant à mesure que je déroulais l'histoire. J'ai posé ma pochette de documents sur son bureau. Elle a examiné chaque pièce, hochant la tête. Quand j'ai eu fini, elle a poussé un long soupir. « Léa, ton histoire est dingue. Mais d'un point de vue légal, c'est d'une simplicité enfantine. C'est-à-dire, ai-je demandé, le cœur plein d'espoir. C'est-à-dire que tu es la seule et unique propriétaire. L'acte de propriété est irréfutable. Tes parents n'avaient aucun droit de donner ou de prêter ton bien à qui que ce soit. Ta sœur et son fiancé sont, techniquement, des occupants sans droit ni titre. Des squatteurs, si tu veux. La fameuse promesse orale de ta mère n'a aucune valeur juridique face à un acte notarié. Un poids énorme s'est enlevé de mes épaules. Alors, que fait-on? On va faire les choses dans les règles. Je vais rédiger immédiatement une mise en demeure. Un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à chacun d'entre eux, ta sœur, son fiancé, et par sécurité, tes parents aussi. Ce courrier leur ordonnera de quitter les lieux sous un délai de 30 jours. C'est le délai légal. S'ils ne sont pas partis à l'issue de ce délai, on engagera une procédure d'expulsion auprès du tribunal. Je suis sortie du cabinet de Claire en me sentant plus forte que jamais. L'après-midi même, les 4 lettres recommandées partaient. Je suis restée à Lille encore 2 jours, dans mon hôtel, le temps que les courriers soient distribués. Je ne suis pas retournée à l'appartement. Je ne voulais plus leur parler. La justice allait parler pour moi. Les semaines qui ont suivi mon retour à Marseille ont été un déluge. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord, ce fut ma mère. Des messages vocaux larmoyants. « Léa, ma chérie, comment peux-tu nous faire ça? On est ta famille. Tu nous mets à la rue. Reviens sur ta décision, je t'en supplie. » J'ai tout effacé sans écouter jusqu'au bout. Puis, ce fut mon père. Des textos plus durs, jouant sur la corde de la culpabilité. « Ton égoïsme est en train de détruire cette famille. On t'a mieux élevé que ça. Ta mère est malade d'inquiétude à cause de toi. » Ensuite, Manon. Des messages haineux. « Tu es un monstre sans cœur. Tu jouis de nous voir souffrir. Mais tu ne gagneras pas. Cet appartement est à moi maintenant. » J'ai bloqué son numéro. J'ai ignoré les appels de mes parents. Mon mur de silence était ma seule protection. Puis, 1 semaine avant la fin du délai de 30 jours, j'ai reçu un appel de Claire. « Léa, j'ai du nouveau », a-t-elle dit, sa voix sérieuse.
et ça ne va pas te plaire. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un appel d'un confrère. Tes parents et ta sœur ont engagé un avocat. Ils t'attaquent en justice. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Ils m'attaquent? Mais pour quel motif? Accroche-toi bien, a dit Claire avec une pointe d'ironie. Pour rupture de promesse orale. Ils affirment que tu leur as fait la promesse verbale de leur donner l'appartement, et qu'en se basant sur cette promesse, ils ont engagé des frais pour l'améliorer. Ils demandent au juge de te forcer à honorer ta promesse. Point. J'ai éclaté d'un rire nerveux. C'était tellement absurde, tellement tordu. Ils ne reculaient devant rien. Ne t'inquiète pas, m'a rassuré Claire. Leur dossier est vide. C'est une manœuvre d'intimidation pour te faire peur et te pousser à négocier. Ils jouent leur dernière carte. Ils pensaient vraiment que leur mensonge sur ma promesse allait tenir devant un juge? Ils allaient apprendre à leurs dépens qu'entre les paroles déformées et un acte de propriété, la loi avait déjà choisi son camp. Claire a suggéré d'organiser une réunion de médiation avant d'aller plus loin, une procédure standard pour tenter de résoudre le conflit à l'amiable. Leur avocat sait qu'ils n'ont aucune chance au tribunal, il va probablement les pousser à accepter un accord, m'a-t-elle expliqué. J'ai accepté, même si l'idée de me retrouver dans la même pièce que me révulsait. J'ai donc pris un nouveau billet d'avion pour Lille. La réunion a eu lieu dans une salle neutre, au cabinet de l'avocat adverse. L'ambiance était glaciale. J'étais assise à côté de Claire. En face de moi, il y avait mes parents, Manon et Antoine, flanqués de leur avocat, un homme à l'air suffisant. Mes parents évitaient mon regard. Manon, elle, me foudroyait des yeux, le visage fermé par la haine. Leur avocat a pris la parole en premier. Il a parlé d'une tragédie familiale, d'un malentendu regrettable. Il a longuement péroré sur la promesse sacrée que j'aurais faite à mes parents, une promesse qu'ils auraient prise pour argent comptant. Il a même sorti quelques factures de peinture et de décoration, affirmant qu'ils avaient investi dans l'appartement en toute bonne foi. C'était un discours pathétique, une tentative désespérée de construire un château de cartes sur du sable. Quand il a eu fini, Claire n'a pas dit un mot. Elle a simplement ouvert sa mallette et a posé, un par un, mes documents sur la grande table en acajou. Le silence était total, seulement rompu par le bruit sec des feuilles de papier. Maître, a-t-elle commencé d'une voix calme et posée, voici l'acte de propriété au nom de mademoiselle Léa Dubois. Voici les relevés de son prêt immobilier, prouvant qu'elle a payé seule plus de 80 000 € de mensualité depuis l'achat. Voici les avis de taxes foncières des 5 dernières années, tous acquittés par ma cliente. Et voici le contrat d'assurance habitation, également à son seul nom. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses preuves s'installer dans la pièce. Maintenant, maître, j'aimerais que vous me montriez votre preuve à vous. Avez-vous un document écrit? Un email? Un simple SMS où ma cliente utilise le mot « donner ». Avez-vous quoi que ce soit de tangible, à part les souvenirs arrangés de vos clients? L'avocat adverse est devenu tout rouge. Il a bafouillé quelque chose sur la valeur de la parole donnée dans une famille. C'était fini. Il le savait. Ses clients le savaient. C'est à ce moment-là que ma mère a craqué. Elle a fondu en larmes, des sanglots bruyants, théâtraux. Mais enfin, c'est sa famille. On est ses parents. On n'a rien, nous. Elle a un bon travail, elle peut s'en acheter un autre. C'est une ingrate, une égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour elle. Claire l'a regardé froidement. Madame, ce que vous avez fait pour votre fille ne vous donne pas le droit de lui voler son bien. La loi est la même pour tout le monde. Leur avocat a mis fin à la réunion, comprenant qu'il allait droit dans le mur. La tentative d'intimidation avait échoué. Le jour de l'expiration du délai de 30 jours est arrivé. Claire s'est rendue personnellement à l'appartement, accompagnée d'un huissier de justice, pour s'assurer que les lieux étaient bien libérés. Elle m'a appelé en fin de matinée. C'est fait, Léa. Ils sont partis. Comment ça s'est passé, ai-je demandé, la gorge nouée. Manon a pleuré et t'a insulté pendant tout le déménagement. Très dramatique. Tes parents l'ont aidé à charger le camion sans dire un mot. Ils avaient l'air de deux spectres. Ils t'ont laissé les clés dans la boîte aux lettres.
Voir l'appartement dans cet état, c'était leur dernière petite vengeance mesquine. Et vous savez quoi? À ce moment précis, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour de bon. J'ai pris l'avion le week-end suivant. Je devais voir par moi-même, tourner la page. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, mon cœur s'est serré. Il était vide, mais ce n'était pas le vide propre et net d'un déménagement normal. C'était un vide sale, agressif. Ils avaient arraché les tringles à rideaux en laissant des trous béants dans les murs. Le parquet était rayé à plusieurs endroits, comme s'ils avaient traîné des meubles sans les soulever. La belle peinture que j'avais faite était maculée de taches. Et le pire, dans la cuisine, ils avaient laissé un sac poubelle éventré, déversant ses détritus sur le sol. C'était un dernier acte de mépris, un dernier crachat au visage. En balayant du regard ce champ de bataille qui avait été mon foyer, j'ai réalisé que je ne pourrais plus jamais être heureuse ici. Ce lieu était hanté par la trahison. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Debout au milieu de mon salon dévasté, une certitude s'est imposée à moi, claire et limpide. Je ne pouvais plus vivre ici. Chaque mur, chaque recoin de cet appartement était désormais imprégné du souvenir de leur trahison. Rester ici, ce serait comme vivre dans un mausolée dédié à ma famille détruite. La joie que j'avais ressentie en achetant ce lieu, la fierté que j'avais éprouvée en le décorant, tout cela avait été souillé, anéanti. Ce n'était plus mon sanctuaire. C'était une scène de crime. J'ai appelé Claire. Je veux vendre, lui ai-je dit sans préambule. Le plus vite possible. Elle n'a pas semblé surprise. Je comprends, Léa. C'est la meilleure chose à faire pour tourner la page. Le processus a été plus compliqué que prévu. Avant de pouvoir mettre l'appartement sur le marché, j'ai dû engager des artisans pour réparer les dégâts. Il a fallu reboucher les trous, poncer et revernir tout le parquet, repeindre entièrement les murs. Chaque facture était un rappel amer de leur mesquinerie. Cela m'a coûté du temps, de l'énergie et plusieurs milliers d'euros que je n'avais pas prévus. Mais je considérais cela comme le prix à payer pour ma liberté. Une fois les réparations terminées, l'appartement a retrouvé son éclat. Il a été mis en vente, heureusement, le quartier était toujours aussi prisé. Il s'est vendu en moins d'un mois, à un bon prix. Le jour de la signature chez le notaire, en voyant le chèque de banque, je n'ai pas ressenti de joie exubérante, mais un immense soulagement. C'était fini. Le chapitre lillois de ma vie était officiellement clos. Avec l'argent de la vente, une fois le reste du crédit remboursé, j'avais un apport considérable. J'ai pris mon temps, et quelques mois plus tard, j'ai trouvé la perle rare à Marseille. Un appartement lumineux avec une grande terrasse, à quelques minutes à pied de la mer. Un lieu qui n'avait aucune histoire, aucun fantôme. Un lieu qui n'appartenait qu'à moi, et où je pouvais enfin construire mon avenir. Et eux? Que sont-ils devenus? Les nouvelles me sont parvenues par bribes, via ma cousine Sophie, la seule personne de la famille avec qui j'avais gardé un contact distant. Mes parents, après avoir quitté mon appartement, ont dû retourner vivre dans un petit logement de location, encore plus modeste que celui qu'ils avaient à Roubaix. Leur rêve d'une retraite confortable s'était envolé. Manon et Antoine, eux, ont emménagé dans un studio en périphérie de la ville. Apparemment, leur nid d'amour s'est vite transformé en champ de bataille. Les problèmes d'argent, l'exiguïté du logement et le ressentiment ont commencé à ronger leur couple. Sophie m'a raconté que Manon passait son temps sur les réseaux sociaux à se plaindre, à raconter à qui voulait l'entendre comment sa sœur cruelle et jalouse avait brisé ses rêves et l'avait jetée à la rue. Elle se posait en victime, comme toujours. Je n'ai jamais repris contact avec eux. Pas un appel, pas un message, même pour les fêtes. Certains pourraient trouver cela dur, impitoyable. Mais ils m'ont appris une leçon essentielle, bien que douloureuse, le sang ne fait pas la famille. C'est le respect, la loyauté et l'amour qui la créent. Et ils avaient échoué sur tous les plans. Ils avaient eu le choix, à de multiples reprises. Mes parents auraient pu refuser de participer à cette mascarade. Manon aurait pu choisir de construire sa propre vie au lieu de vouloir voler la mienne. Ils ont tous fait leur choix. Et moi, j'ai fait le mien, j'ai choisi de me sauver. Aujourd'hui, ma vie est paisible. J'aime mon travail, j'aime ma ville, j'aime mon appartement ensoleillé.
J'ai construit ce que j'appelle ma famille de cœur, un groupe d'amis solides, bienveillants, qui m'ont soutenu sans jamais me juger. Je sais que la cicatrice de cette trahison ne disparaîtra jamais complètement. Mais elle ne me fait plus mal. Elle est juste là pour me rappeler la force que j'ai trouvée en moi, la capacité de me relever après avoir été mise à terre par ceux qui auraient dû me protéger. Parfois, couper les ponts, même avec sa propre famille, n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de survie. Pour protéger sa paix intérieure, sa santé mentale, il faut parfois prendre des décisions déchirantes. Ma famille de sang m'a trahi, mais la famille que j'ai choisie m'a aidé à me reconstruire. Voilà, mon histoire est terminée. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu une situation où vous avez dû choisir entre votre famille et votre bien-être, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves fait toute la différence. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu fait toujours plaisir et aide beaucoup la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous, et souvenez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent et vous aiment pour qui vous êtes. À très bientôt.